Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce conseil municipal. On fait notre rentrée scolaire. Donc je vais faire l'appel. Donc Lucie Boisdin, Présente. Alexandre Moulin, Présent. Marie-Hélène Casteil, Présente. Didier Anol, Présent. Thérèse Adou qui va nous rejoindre dans quelques minutes, Maxime Sanchez, Présent. Sylvie Delaunay, absente, Karine Maïneris-Bonfanti, procuration à moi-même, Thierry Massotto, absent, Marjorie Almendros, Présente. Louis Puitch, procuration à M. Anol, Jocelyne Fréville, procuration à Mme Casteil, Mathieu Baille, absent, Christelle Aracil, Présente. Éric Savine, procuration à M. Moulin, Isabelle Dumec, Présente. Michel Bouscas, Géraldine Blondel, Présente. Roland Hubert, Présent. Denis Jaubert, Présent. Salvador Bagnous, procuration à M. Hubert, Christine Gadal. Présente. Allez, je nomme comme secrétaire de séance Christelle Aracil. Alors, le compte rendu du conseil municipal du jeudi 20 juin. Ça fait longtemps que c'était pas vu. Donc, nous avions des informations au conseil municipal, des décisions prises par délégation, comme lors de chaque conseil. Ensuite, nous avions les indemnités pour les agents municipaux participant aux élections. La modification du tableau de tarification des services extrascolaires et périscolaires qui est rentré en vigueur au 1er septembre. L'identification des zones d'accélération de la production des énergies renouvelables. L'intégration dans le domaine public de l'impasse Le Rivéral à Nils. La demande de plan à la pépinière départementale comme chaque année. Nous avions évoqué les travaux communaux avec les différents financements et les différentes participations, installation de la vidéoprotection, panneaux photovoltaïques sur la toiture rangée, réparation des dégâts sur l'éclairage public, amélioration de l'accueil de loisirs sans hébergement, création de toilettes au stade, aménagement des vestiaires et des sanitaires et des ateliers municipaux. Le point 6, c'était les fonds de concours. On va y revenir dessus tout à l'heure. Et en affaires diverses, nous avions évoqué les différentes annulations à venir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte rendu? Non, pas de questions, pas d'observations. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, nous avons les informations sur les décisions prises par délégation. Comme vous le voyez, il s'agit de droits de préemption que la commune n'a pas exercé, donc de renonciation, avec, vous pouvez le constater, les premiers terrains vendus, avec les premiers terrains vendus sur le nouveau lotissement. Vous voyez apparaître les nouveaux noms de rues, comme le Déféréol, le du Flaviol, etc. Donc ce sont les premiers terrains qui sont vendus. Donc voilà pour ce qui est de ce point, pour votre information. Point numéro 1, intégration de la commune de Corneillard-de-la-Rivière au périmètre de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine au 1er janvier 2025. Donc, cette commune a exprimé son intention de quitter la communauté de communes Roussillon-Conflans pour intégrer Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à compter du 1er janvier. Cette intégration vise à renforcer la cohérence territoriale, optimiser la gestion des compétences et répondre aux besoins spécifiques de la dite commune en termes de développement. Bien sûr, il y a eu une étude d'impact, y compris concernant l'aspect budgétaire, les enjeux stratégiques, et Perpignan Méditerranée Métropole s'est exprimé sur cette intégration de façon favorable à la majorité. Donc je vous demande aujourd'hui d'approuver l'intégration de Corneillard-de-la-Rivière à PMMCU et de m'autoriser à signer les actes nécessaires à cette opération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Moi, je crois que j'ai appris qu'il y avait quand même un tiers qui avait voté contre. À peu près, hein. Très bonne question. Je n'ai pas le chiffre en tête. À peu près.
Je n'ai pas le chiffre en tête. Et Voilà. alors, moi, c'était de savoir, mettons, les raisons que ces gens pouvaient indiquer. Ben, très bonne question. Moi, j'ai voté pour, donc je ne saurais pas te dire pourquoi certains ont Parce qu'ils voté apportent, contre. ils apportent quelque chose ou pas? Ben, il y a une cohérence territoriale. Bon, ça, d'accord. Non, mais une vraie cohérence. Corneilla a toujours été tourné vers Pézilla-de-la-Rivière, vers Saint-Estève, y compris pour les affaires scolaires au niveau du collège, etc., y compris dans la vie courante. Sur certains aspects du territoire, ce n'est pas la même cohérence. Hein. Je veux dire, on ne va pas revenir sur le passé. Il y a des villes qui n'avaient pas fait le choix, d'ailleurs, qui ont été intégrées de force à l'époque par le préfet à PMMCU. Là, il y a une vraie envie, il y a une vraie cohérence. Et Corneilla l'a demandé, moi je ne voyais pas pourquoi on s'y serait opposé. Le territoire grandit, ça nous permet d'être plus forts ensemble. Voilà. Après, effectivement, le tiers qui a voté contre devait avoir ses raisons. Ils ont de l'énergie éolienne, quoi. Il y a une partie où j'en suis pas sûr. Parce que c'est le conflit qu'il y a eu à l'époque. Je sais qu'il y a une municipalité à l'époque qui avait été un peu contre le projet éolien autour de Pézilla. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'éolien sur Corneilla. L'éolien, il est plutôt sur le parc, sur l'éco-parc catalan, sur Bachas, Pézilla. Alors après, il y a deux raisons, si je peux me permettre. L'entrée de Corneilla à la rivière modifie le nombre de sièges d'élus. Merci. C'est ce qui fait certainement peut-être que certains vont voter contre. Et pour ne pas le dire, Perpignan perd des sièges. Ça ne change rien pour Côté-A, mais Perpignan perd des sièges. Donc est-ce que Perpignan a voté contre ou pas? Certains élus de Perpignan sont concernés par une perte de sièges. C'est la loi. C'est vrai. C'est un détail important. Même pour certains. Oui. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, la convention d'ouverture au public et d'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Une convention permet l'ouverture au public de sentiers de randonnée situés sur des propriétés privées, ainsi que son inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Cette convention est signée par Perpignan Méditerranée Métropole. Elle vise à encadrer les modalités de gestion, d'entretien, d'aménagement et de promotion de ces sentiers. Le développement des activités de randonnée de loisirs constitue un axe stratégique pour renforcer l'attractivité du territoire de PMMCU. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais évidemment, ces sentiers de randonnée, la promotion va en être faite par l'agence Cap Sud 66. Ils seront inscrits dans le guide randonnée et balade. Et surtout, c'est une obligation pour PMMCU que de signer cette convention avec les propriétaires qui laissent l'accès à leur terrain. Voilà. Et donc, on doit valider cette convention qui permet à PMMCU, avec les propriétaires, de permettre aux randonneurs d'accéder à certains territoires et que les chemins soient répertoriés sur les différents guides. Voilà. Avant l'approbation de tous les propriétaires. Alors, les propriétaires signent ou non la convention. Il n'y a aucune obligation, les propriétaires ne sont pas obligés. Voilà. Pour l'instant, nous n'avons pas de chemin de randonnée répertorié sur le territoire communal. Mais on pourrait très bien, dans les années à venir, en proposer un et qui viendrait du coup s'intégrer dans la dite convention. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, même si on n'est pas aujourd'hui directement concerné, on peut l'être demain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Moi. Tu t'abstiens? Ok, monsieur Joubert. Ensuite, le point numéro 3, le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement collectif au cours des exercices 2017 et suivants. Je crois que c'est monsieur Adol. Non? J'avais écrit. Qu'est-ce que j'avais noté? Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. J'avais désigné des adjoints, mais je ne l'ai pas. C'est la DSP, c'est Veolia. Point 3, c'est moi? Ouais. Ah bon? Allez, c'est moi. Donc, la Chambre régionale des comptes, comme régulièrement, a émis un rapport sur la délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez tous eu ce rapport dans les annexes.
de quelques pages. Donc, les conclusions concernent bien sûr la gestion du service public qui nous ont amené d'ailleurs au dernier choix de délégation de service public avec le contrat de concession unique. L'économie générale du contrat également, donc avec un chiffre d'affaires et une rentabilité, donc vous avez les montants. Le contrat prévoit un chiffre d'affaires prévisionnel de 646 millions d'euros, avec des travaux sur une période de 12 ans. Le modèle économique repose sur des hypothèses optimistes concernant la croissance des abonnés et des volumes consommés, donc on peut imaginer que les chiffres montent. Et qu'on a de l'eau. Pardon? Et qu'on ait de l'eau. Et qu'on ait de l'eau, évidemment. Ouais, puisque sur les... Et il semblerait quand même que... On en parlera tout à l'heure. Hein? Elle est peu. Effectivement. Enfin, après, si on en parle tout à l'heure, on en parlera plus en profondeur. Hein? Mais on peut en parler maintenant. Effectivement, la ressource en eau sur la commune a baissé. Donc, comme partout, mais c'est vrai qu'il y a encore un an, on était bien sûr dans une situation alarmiste pour le département, dans une situation alarmiste pour le secteur, mais aujourd'hui on est dans une situation alarmiste pour la commune, puisque l'eau au niveau du forage est à 1 mètre de la pompe. Donc ça veut dire que si ça baisse, on a un risque. D'où le rappel qu'on a fait sur les réseaux sociaux, aux associations, aux écoles, etc. Plus les gens seront vigilants, plus on s'exonérera d'un risque de voir arriver un jour de l'eau en camion ou en citerne ou des bouteilles d'eau en plastique, comme certains villages du département. Donc la plus grande vigilance est demandée concernant l'usage de l'eau. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire le contraire, tout le monde y fait attention, tout le monde a joué le jeu, à commencer par les services municipaux, mais aussi les habitants. Mais on sait tous qu'au printemps, on a vu des piscines se vider et se remplir, et qu'on voit encore tous les jours des gens laver les voitures. Donc, il est hors de question que l'on voit arriver de l'eau en citerne ou des bouteilles en plastique, alors que des gens font tout et n'importe quoi. Donc, à partir de maintenant, je le dis haut et fort, une piscine vidée, c'est l'Office de la biodiversité qui sera contacté, et ça sera une amende. Et des voitures lavées, ça sera la même chose. Où les gens prennent leurs responsabilités, où on va sanctionner, enfin, on demandera en tout cas au service compétent de sanctionner, parce que moi, je ne veux pas que le village pâtisse de l'incivisme de certains. Voilà. Donc, on ne rigolera plus là-dessus. Je l'avoue, même moi j'ai fermé les yeux. Au printemps, j'ai vu un jour une rue mouillée. Je veux dire, c'était bien de l'eau d'une piscine qui venait d'être vidée. Je suis sûr que si on y allait 3 jours après, elle était remplie. Au printemps prochain, le contrôle, il y sera. Voilà, que ce soit clair, net et précis. Il est hors de question qu'on prive la commune d'arrosage, qu'on prive notre stade d'arrosage, où à un moment donné, on va avoir des frais énormes parce qu'on sera pénalisé et qu'il y en ait qui continuent à laver leur voiture ou à remplir leur piscine. Voilà. Monsieur Joubert. Je suis entièrement d'accord. Bon, moi j'apprends finalement que c'est au mois de septembre qu'on surveille les piscines. Alors que les piscines, c'est plutôt au mois de juin. Hein. Bon, ça je comprends parfaitement. Bon, je trouve quand même que le problème est plus grave que ce qu'on dit, et que quand il y a un problème grave, il faut carrément voir les choses de loin et de haut. En France, grosso modo, ça c'est des cabinets d'experts qui disent en France, il tombe 500 milliards de mètres cubes par an. 500 milliards de mètres cubes par an. Sur ces 500 milliards, il y en a 300 qui partent en évaporation et en condensation dans l'atmosphère. Donc si on fait 500 moins 300, il en reste 200. 200 milliards de mètres cubes. Sur les 200 milliards de mètres cubes, théoriquement, il devrait y avoir 66 milliards de mètres cubes qui reviennent à la consommation de l'industrie, de l'agriculture et des gens. Il y a 60 milliards de disponibles. Vous savez combien on en consomme réellement dans l'année? Entre 2 et 3 milliards. Donc on a finalement un potentiel de 66 milliards de disponibles et on n'en consomme que 2 ou 3. Allez, on va monter à 10 si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui tombe. Mais l'eau qui tombe maintenant, elle ne passe pas comme elle passait avant. Il y a énormément de trucs bétonnés. Il y a un tas de des façons de culture qui interviennent. Et alors, cette eau, elle part. Et alors, les gens qui disent, vous avez raison, il faut serrer, il faut que tout le monde le serre. Mais le problème,
il va être de pire en pire parce qu'il faut essayer de réceptionner ces taux qui nous tombent, de la réceptionner. Moi, quand je pense qu'avant, il y avait des politiques qui faisaient quand même des barrages, que ce soit ceux de l'Aglé ou ceux de la Tête, hein, mais depuis combien de temps on n'a pas fait? Bon, les retenues, il n'y a rien. Alors que si on retenait, moi je vois par moment, je suis obligé de vider un étang. Et maintenant, on va me dire, si jamais je vidais ma piscine, hein, tu vides ta piscine, alors que souvent je dois vider l'étang. Vous comprenez? Je crois qu'il faut quand même, à un moment donné, poser la question aux politiques, à ceux qui nous dirigent, dire, bon, voilà, on est dans une période de transformation énorme, on ne peut pas rester comme on est, il faut envisager des choses. Déjà, j'ai entendu qu'il y avait les syndicats des vignerons de l'Aude qui demandent d'être raccordés au baron de Languedoc et de tirer l'Aude et les PO. Mais vous savez, s'il y avait Badou, là, il vous le dirait. Les vignerons, à l'époque où ça avait été demandé, c'est les vignerons qui étaient contre, les vignerons catalans. Parce qu'ils se sont dit, oh là là, si on fait ça va arriver en Espagne. Mais il faut être au-dessus de ça. Donc, j'ai entièrement d'accord avec vous. Et après, pour finir, après beaucoup plus. Et les piscines, bon, puisque vous avez parlé que les piscines, déjà, les vider. Moi, je voudrais savoir, quand on vide les piscines, où est-ce qu'on peut les vider? Parce qu'il y a deux solutions. Ou on le vide sur un terrain privé, sans impacter les voisins, à condition que la dose en chlore ou en brome soit bien descendue, ou on les vide comme ça. Ou alors, on peut le vider aussi dans le réseau pluvial, à condition qu'il y ait l'acceptation du maire. Donc, je pose la question. Les gens qui ont très peu de surface, où est-ce qu'ils peuvent vider l'eau de leur piscine? Ou peut-être la mairie a donné l'autorisation. Je ne sais pas, vous avez le droit de... Le maire, il a le droit de le faire. Les piscines ont malheureusement toujours été vidées de façon très anarchique. Il faut éviter l'assainissement, sinon ça sature déjà les stations. Ah mais ça d'accord, mais moi je ne suis pas le problème, j'ai la propriété. Le plus grave, c'est pas de les vider, c'est qu'elles sont remplies derrière. De quoi? Les piscines, s'il y en a qui peut la vider, il peut la vider. Mais il y en a beaucoup qui vident certains la vident sur la chaussée, il faut le dire aussi. Oui, mais c'est pas interdit. Parce qu'il n'y a pas de pluvial. C'est pas interdit, c'est parce qu'il n'y a pas de pluvial. S'il n'y a pas de pluvial. Justement, c'est recommandé de les vider dans le pluvial, les piscines, justement. C'est sûr, donc les gens peuvent vider n'importe où, s'il n'y a pas de pluvial adapté ou s'il n'y a pas d'autorisation pour le pluvial. Il y a des rues où le pluvial il est en face, c'est la maison à la droite, forcément, ils n'ont pas le pluvial qui se jette directement. Donc ils le jettent, il y a des trous, beaucoup de trous qui sortent du mur de clôture et qui vont dans la rue. Et qui après part au pluvial, comme l'eau de pluie. Okay. Par contre, le plus dangereux, que je rejoins Maxime qui dit surtout pas le mettre dans l'assainissement, c'est l'inverse aussi. Et qui arrive de plus en plus. C'est-à-dire de mettre les eaux usées dans le pluvial. Quand on refait une extension sur une piscine, ou une douche d'été, ou une cuisine d'été, ou qu'on n'a pas les réseaux qui passent à proximité, mais par contre on a le pluvial à côté, donc on jette dedans. C'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Heureusement que je n'ai pas de pluvial, comme ça on peut. Après, je crois qu'il y a un projet sur la commune de Terrasse concernant le problème de l'eau. Non, mais moi, alors je suis en partie d'accord avec ce que M. Jaubert a dit, avec les chiffres, mais qui sont des chiffres nationaux. Oui. Comment pourrions-nous récupérer l'eau aujourd'hui dans le département avec ce qui est tombé depuis 3 ans? Je pense qu'il faut d'autres... Mine de rien, vous savez quand même... Oui, il faut le barrage de Vincent ou le barrage des Bouillons, ils sont obligés de le vider. Oui, on est d'accord. Il y a des on peut le vider, on peut le récupérer plus bas. Il y a des précipitations en montagne, il y a eu un peu de neige, mais si on ne peut pas dire qu'il est plus ces 3 dernières années. Le lac de Vincent, au mois de juin, il était à rang. Au mois de juin. Voilà. Et il y a un tas de... Et heureusement qu'il était là. Hein. Il y a un tas de propriétés qui en ont profité, que ce soit le maraîchage ou l'arboriculture, et peut-être même la vigne qui en a profité. Voilà. Tant mieux. Hein. Mais je dis, j'ai l'impression que c'est le rôle des politiques de dire, bon, maintenant, on ne peut plus s'amuser à attendre régulièrement 400 ou 500 litres par mètre carré de pluie annuellement. Il faut qu'on... Ce que je veux dire, c'est que ce rôle-là que l'association des maires joue en interpellant l'État, un ministre qui était venu d'ailleurs, pour voir si on pouvait avoir des fonds pour justement faire venir l'eau du Baronne ou éventuellement créer une usine de désalinisation comme ça existe à Barcelone, elle a été visitée par des élus de l'AMF, ça oui, mais
aujourd'hui, une retenue d'eau, elles existent, on ne pourra pas faire mieux, je ne pense pas, au vu des précipitations sur le département et qui ne vont pas s'arranger dans les années à venir. Par contre, utiliser l'eau de mer ou faire venir l'eau du Baronne, ça oui. Et normalement, vous devriez répondre. Désaliniser, c'est quoi? C'est finalement mettre tout le système aquatique en péril. Voilà. C'est pas. C'est énormément d'énergie. Enfin, moi, c'est juste une discussion. Bon, je parle oui, après. S'il y a des choses qui nous Après, M. Jaubert, pour à l'étude. revenir sur la spécificité quand même de Pontéanus par rapport à la pompe. En règle générale. Non, mais par rapport à la pompe qui est à 1 mètre du niveau, parce qu'on reçoit régulièrement par les services concernés. Mais il y a le piézomètre de 1000, c'est le piézomètre. Il y a une chose qui rentre en compte. Depuis 2022, fin 2022, on est en crise. L'eau n'est pas remontée. Alors, c'est dû à plusieurs C'est choses. justement parce que ça ne remonte pas qu'il ne faut pas attendre. Alors, c'est pas que ça remonte pas, c'est que d'après les spécialistes au niveau de l'eau, c'est que comme on a un château d'eau qui est petit aussi, Oui, ça c'est autre chose. ça veut dire que les gens, On va avoir un de bon. non, mais les gens sur le château d'eau, à savoir que s'il y avait une feu sur une maison, Ça le répond vide, pas. il n'y a plus d'eau, personne n'a plus de pression. C'est arrivé sur Nice l'année dernière, un incendie, les camions ils ont rechargé sur les bornes d'incendie, ils ont vidé le château d'eau. Quoi qu'il en soit, les gens, s'ils tirent tous l'eau en même temps, la pompe, elle n'a pas assez pour renvoyer et remettre à niveau. Et forcément, elle prendra un nappe. Donc la nappe, elle n'a pas le temps de se... Je sais, bon. Donc, une des causes aussi. C'est pas la seule, mais ça peut en faire partie aussi. Et là, il avait été envisagé à un moment donné. Bon, il y avait toujours le maillage avec la communauté des Ostres, qui peut dépanner, Trouillas. Et puis, il me semble qu'à un moment donné, il y avait un projet de maillage avec Canouès ou Toulouse. Ou Boyestre. Ou le soleil. Ou le soleil. Ah, d'accord. Et enfin, qui tire tous du même endroit. C'est toujours à l'étude et on a une réunion prochainement sur ce sujet. Donc, concernant ce rapport donc, de la Chambre régionale des comptes, donc, les observations mettent en lumière la nécessité d'une gestion attentive, d'une vigilance accrue, bien sûr, tout en répondant aux attentes des usagers, aux défis financiers rencontrés donc, par Perpignan Méditerranée Métropole. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce rapport. Ben moi, je l'ai un peu parcouru parce qu'il y en a tellement de pages. Il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est finalement de savoir le prix qu'on payait avant, le prix qu'on va payer en 2024. Et finalement, le prix qu'on va payer en 2024 est inférieur à celui qu'on a payé en 2023. C'est-à-dire, on est à 4,09. 42. 42, il me semble que c'est 42. Enfin, voilà. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Non, ce n'est pas à 4,42. C'était en 2023 qu'il était à 4,42. Il a baissé, puisque maintenant, tous les pays, enfin, je dois l'avoir dessus, et c'est écrit tellement petit que. Et je crois que c'est ça le plus intéressant, c'est de savoir que finalement le coût de l'eau pour un ménage comme des 120 mètres cubes à l'année, ça va lui revenir à 4,09. C'est ça. Alors, ça me fait plaisir de vous l'entendre dire, parce que... Mais moi, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Et il ne faut pas les interpréter, il faut les dire tels qu'ils sont. Merci, M. Jaubert, parce Ben, que c'est pour ça. sur les réseaux sociaux, on a lu tout et n'importe quoi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Donc, effectivement, le prix moyen pour 120 mètres cubes a baissé. D'accord ? Il y a une équité qui a été mise en place sur tout le territoire, puisqu'il y avait des contrats différents. Donc, il y a une équité qui a été mise en place. Il ne faut pas oublier que quand on a la facture de l'eau, il y a l'abonnement inclus. Donc, certains, quand ils font le calcul, oublient de déduire le prix de l'abonnement. Et il faut savoir surtout une chose, c'est que, parce que j'ai lu des habitants qui disaient sur les réseaux sociaux, pourquoi vont-nous changer de délégataire, pourquoi nous ne sommes pas restés avec l'ancien délégataire, le maire de Pontéa a voté pour ce changement, etc., etc. Il faut savoir une chose, je conclurai juste là-dessus, si nous étions restés avec l'ancien délégataire, et c'est bien pour ça que le nouveau a été choisi, il y avait une augmentation de plus 0,33 par mètre cube d'eau. Donc, l'affaire est claire. Effectivement, le prix pour 120 mètres cubes, le prix moyen a baissé. Certains, il n'a peut-être pas baissé pour certains, parce que là, on parle bien d'un prix moyen. Mais par contre,
tout calcul fait, si le délégataire a été choisi, ce n'est pas pour rien. Si nous étions restés sur l'ancien délégataire, il y avait effectivement une augmentation dans la proposition, dans la délégation de service public. Oui, mais dans une DSP, finalement, bon, le prix final, c'est intéressant, mais il y a quand même la sauvegarde du patrimoine, le patrimoine d'alimentation en eau et en assainissement, c'est important. Donc il ne faut pas systématiquement regarder, parce que j'ai oublié de vous dire que, grosso modo, en France, il y a quand même 40% des installations qui sont non flûtardes. Donc ça veut dire qu'il y en a 60 qui fuient. Donc il vaut mieux quand même à un moment donné, quitte à payer un peu plus le prix de l'eau, mais que le patrimoine que vous avez enterré, tout ça, et que depuis que ce temps n'a pas été entretenu, puisse permettre de l'eau qu'on pompe, de la redistribuer et de la faire payer. C'est ce sur quoi les délégataires s'étaient engagés dans la DSP sur 12 ans avec un certain investissement. montant de travaux. On doit avoir le 160 chiffre 182 millions d'euros sur une période de 12 ans en investissement. Donc c'est énorme. D'autres questions? Non? On doit l'approuver, on doit le voter, le rapport. Donc est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. La convention financière. Le point suivant, la convention financière portant organisation des modalités d'attribution de fonds de concours de Perpignan Méditerranée Métropole. Et là, c'est là, monsieur Alain. Merci. Monsieur le maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, il a été présenté les travaux municipaux en cours engagés sur la commune et que certains feraient l'objet d'un financement par le biais des fonds de concours de PME. Donc, monsieur le maire propose l'approbation de la convention financière entre la commune et PME pour l'attribution d'un fonds de concours destiné aux opérations d'investissement. En fait, de fonds de concours, il y en a plusieurs, parce qu'ils sont répartis sur plusieurs années. Il y a la deuxième part de 2019, la deuxième part de 2021, et la première et deuxième part de 2022, et la première et deuxième part de 2023. Tout cela pour un montant donc de 145 854. Et donc, ces 145 854 correspond à une subvention de 50% des différentes installations et opérations que vous avez ensuite dans le tableau. Donc, pour l'installation vidéo, pour un montant de 58 000, on a une subvention de DETR de 17 700. Donc la subvention est de 20 541. Il y a la mise aux normes sanitaires de la LSH, du stade et des ateliers, la mise en conformité électrique de l'alarme incendie, le réaménagement du pôle enfance-jeunesse, l'achat d'un véhicule pour les ateliers municipaux et la climatisation de la mairie. Donc pour un montant total hors taxe de 309 324, et on récupère donc les fonds de concours pour 145 854. Donc ça, c'est une convention qui a été actée. Et derrière, on a fait une demande aussi sur la convention financière sur les fonds de concours d'investissement. Et donc là, par rapport sur le rapport, parce que c'est une demande qui va être effectuée. Et donc, cette convention, cette demande est pour un montant de 47 133 € et concerne, entre autres, l'achat de la tondeuse autoportée, des espaces verts, l'aménagement des jardins partagés, la climatisation de l'appartement au-dessus de l'école primaire, la climatisation de l'école de la Bressole, l'acoustique de l'école maternelle autonome de Gaudy, la mise en sécurité des espaces bâtiments, l'achat de matériel du service technique, l'achat de mobilier, l'aménagement du cimetière et l'installation d'un conteneur au stade municipal. Et les 47 000, c'est quoi? C'est le montant de la subvention qui est sur les AC. C'est un fonds de concours qui est sur les AC, qui est en complément des AC. Okay. Donc on fait la demande et bon, il n'est pas au rapport parce qu'elle n'a pas encore été actée, on n'a pas la convention. C'est le fonds de concours qui a été attribué au moment de la récupération de la voirie. C'est ça. Voilà. Donc on avait 103 000 de AC et comme il y avait des estimations faites à 150 000, ils ont fait le complément avec ce fonds de concours. Avec un fonds de concours. Okay. Donc ça a permis de subventionner quelques travaux quand même. Okay.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces fonds de concours, sur ces... Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5, une convention de partenariat entre la mairie, l'association Les Francas, l'association Solidarité Pyrénées pour l'intervention du pôle ressources Andavan 66. Et c'est M. Moulin qui va vous expliquer ce dont il s'agit. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous propose une convention de partenariat entre la mairie de Pontéanis, l'association Les Francas des Pyrénées-Orientales et l'association Solidarité Pyrénées dans l'intervention du pôle ressources Andavan 66. J'ai bien dit, monsieur Jobert? Ah, très bien. Andavan. Très bien, moi j'ai rien dit. Hein. C'est moyen. Monsieur Tubert, moyen? C'est moyen, c'est moyen. Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, soyez un peu plus sérieux s'il vous plaît, messieurs, sur l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap, le pôle ressources Andavan 66 vise à faciliter un accueil en qualité pour les enfants présentant des besoins particuliers dans les structures de petite enfance et de loisirs. Ce partenariat s'inscrit dans une démarche inclusive pour garantir le droit d'accès des enfants en situation de handicap et avec des besoins particuliers aux établissements d'accueil du jeune enfant et aux accueils collectifs de mineurs. La Convention définit les modalités d'intervention du pôle Andavan 66 auprès des structures d'accueil de la commune. Ce partenariat permettra de prendre en compte les besoins des enfants et des familles du territoire, déterminer l'offre de services et des conditions de mise en œuvre pour le pôle Andavan 66 et fixer les engagements réciproques entre les parties. La convention est conclue pour une durée de 4 ans avec un bilan intermédiaire dès la 2e année. L'engagement des parties. Le gestionnaire, la mairie de Pontéanis, on se doit de faciliter l'expression des familles, promouvoir le partenariat, définir un interlocuteur privilégié par structure et mettre en œuvre les préconisations établies avec le pôle Andavan 66. Pour l'association Pôle Andavan 66, offrir ses services à toutes les familles ayant des enfants et des besoins particuliers, accompagner et sensibiliser les professionnels des structures accueillantes et contribuer à la continuité éducative des enfants. Une contribution financière annuelle de 50 € par structure est fixée, soit un total de 150 € pour 2024, afin de soutenir le fonctionnement du pôle ressources. Ce partenariat renforce la politique d'accessibilité et d'inclusion de la commune en faveur des enfants en situation de handicap, assurant ainsi une meilleure intégration et continuité éducative entre le milieu ordinaire et spécialisé. Merci d'approuver la convention de partenariat avec le pôle ressources Andavan 66 et de mandater monsieur le maire Fondadès pour signer cette convention au nom de la commune. Je vous remercie. Il y a des questions? Non, tout le monde a compris. On a compris. C'est un pôle ressources qui existe au niveau départemental, qui est géré par des associations. Et l'idée, c'est d'accompagner et les structures, donc accueil de loisirs, espace ado, etc., et les familles à gérer au mieux l'attente d'un enfant qui a des besoins particuliers ou des besoins spécifiques. Voilà le terme précis. Voilà. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, valorisation du conseil communal des enfants et des jeunes. Donc je vous propose, en plus c'est une idée très personnelle, de valoriser l'engagement des jeunes qui sont au conseil communal des enfants et des jeunes et qui sont engagés tout au long de l'année par des actions spécifiques, mais qui participent aussi aux commémorations, etc. Vous les avez tous vus, ils sont 8. Je vous propose qu'on les valorise et qu'on les remercie en leur offrant l'adhésion gratuite à l'espace ado pour l'année, sachant que l'adhésion à l'espace ado sans aide de la carte de la MSA pour l'année, c'est 20 €, mais symboliquement qu'on leur offre. Et dans un deuxième temps, s'ils s'inscrivent à des séjours organisés par l'espace ado, sachant qu'un séjour, c'est 20 € par nuit. Donc si c'est une nuit, c'est 40 €. Si c'est 2 nuits, si c'est pardon, si c'est une, mais c'est rarement une nuit. Donc si c'est 2 nuits, c'est 40 €. Si c'est 3 nuits, c'est 60 €. Donc je voulais proposer parce que évidemment sur le temps, sur la durée, sur l'année, ça peut être quand même intéressant pour eux. Dans un premier temps, qu'on applique une réduction de 10 € par séjour, peu importe la durée du séjour, que ce soit un forfait de 10 € par séjour. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça serait l'adhésion annuelle, alors qui peut être moins de 20 € pour la commune, puisqu'il peut y avoir des aides, et 10 € sur les séjours. Ça, par contre, ça sera réellement 10 €, puisque la réduction CAF ou MSA sera faite au préalable. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, débat sans vote sur les orientations générales du PADD, du PLUID, Perpignan Méditerranée Métropole, et je laisse le soin à Maxime Sanchez de vous expliquer ce dont il s'agit. En quelques mots. Alors, qu'est-ce qu'un PADD? Projet d'aménagement et de développement durable. Donc, c'est le fil rouge du PLU, plan local d'urbanisme, le futur PLU intercommunal et déplacement. Il définit les grandes ambitions et les orientations politiques en matière d'aménagement du territoire de PMM à l'horizon de 2037. Composé de 2 ambitions incluant 2 axes chacune, eux-mêmes complétés par plusieurs orientations. Son contenu est cadré par le Code de l'urbanisme et doit aborder notamment les thématiques suivantes. Habitat et patrimoine, aménagement, urbanisme, forme urbaine et renouvellement urbain, paysage, protection, espaces naturels, agricoles, forestiers, continuité écologique, réduction de la consommation d'espace, les déplacements et transports, les équipements et commerces, le développement économique et de loisirs, les réseaux d'énergie et de développement durable, les communications numériques. Il se traduit dans les pièces techniques de ce futur PLU intercommunal par un règlement écrit, un règlement graphique, les orientations d'aménagement et de programmation, ainsi que les volets déplacement. Perpignan Méditerranée, 3e ensemble métropolitain régional, dispose de toute une série d'atouts décisifs, qu'ils soient géographiques, naturels, économiques, patrimoniaux, sociaux, culturels, etc., qui rendent la communauté urbaine particulièrement attractive et qui participent d'une qualité de vie enviée. Pour conforter cette attractivité et ce positionnement régional, toute une série de défis sont à relever pour inscrire PMM dans les dynamiques territoriales choisies, anticipées et non subies, et renforcer encore son attractivité résidentielle, économique et de grands équipements et services. En symbiose avec cette première ambition et par le renforcement de points forts du territoire, des défis sont également à relever pour bâtir une métropole de proximité durable, proche des attentes de ses habitants et de ses visiteurs. Donc, le PADD, 2 ambitions et 2 axes dans chacune des ambitions. Ambition numéro 1, axe 1, faire valoir une position géostratégique, multiplier les partenariats transfrontaliers, affirmer le rôle spécifique de la ville, centre et de son cœur d'agglomération, mettre en valeur les espaces littoraux, accompagner la structuration d'un développement spécifique des communes. Ambition 1, axe 2, organiser le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, développer l'équipement numérique pour accroître les communications, renforcer l'attractivité économique du territoire, réunir les conditions nécessaires à la réorganisation de l'équipement commercial en faveur de la revitalisation des centres-villes, pérenniser les espaces agricoles au regard de l'importance de cette activité économique, enrichir et moderniser la gamme d'équipements touristiques, culturels, sportifs et de loisirs. Ambition 2, axe 1, perpétuer et valoriser le paysage et le patrimoine, réinvestir, renouveler et rendre accessibles les cœurs de ville, renouveler et se réapproprier l'espace public, répondre aux besoins en logement pour tous les citoyens, proposer une offre d'habitat suffisante et diversifiée, mettre en œuvre une mobilité moins consommatrice en énergie et moins polluante, intégrer toutes les mobilités dans le développement de tous les territoires. Ambition 2, axe 2, conforter la métropole comme pôle productif d'énergie renouvelable, œuvrer pour une réduction de consommation énergétique, s'inscrire dans l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mettre en œuvre une réduction et une gestion durable des déchets,
garantir la préservation et une gestion durable des ressources naturelles et notamment de l'eau, souligner le patrimoine naturel, préserver et valoriser la trame verte et bleue, prendre en compte les risques naturels et technologiques et permettre un développement territorial tout en luttant contre l'étalement urbain. Voilà la synthèse du PADD intercommunal de Perpignan, Méditerranée, Métropole. Est-ce qu'il y a des questions pour ouvrir le débat? Des réactions, des prises de parole. Heureusement, c'est en 2037. Ouais. C'est un document du coup Non, mais il faut quand même. Hein. qui permettra d'avancer sur le PLU intercommunal aussi, hein, qui intègre les déplacements, l'ambition de... Qui donne un cadre, on va dire, qui donne un cadre, et c'est vrai qu'à un moment donné, si un document d'urbanisme tel que le PLU intercommunal ne prévoit pas, je vais dire une bêtise par exemple, des voies douces, ben, il y aurait une incohérence entre ce programme, et, enfin, entre ces axes stratégiques souhaités et la mise en place du document. Voilà, donc c'est vraiment... C'est très large en même temps. Hein. Ah On oui. parle du centre-ville, des commerces, de l'agriculture, du développement urbain, enfin, de tout ce qui est aujourd'hui, je pense, important, des économies, de l'eau, des énergies. Donc ça regroupe beaucoup d'orientations. C'est schématisé en quelques axes, mais voilà, après... c'est à l'échelle du Après, on peut retenir ce qu'on vous a noté dans le document. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif est de réduire la consommation d'espace. Ça, forcément, ça décline de la loi ZAN, du SRAVET, du SCOT, etc. De modérer l'artificialisation des sols, et de soutenir un développement équilibré et durable du territoire. Voilà, c'est donner des grandes orientations pour que le PLUID soit dans ces axes-là. Ce qui paraît logique et cohérent. Voilà, effectivement, j'ai entendu à un moment donné, je ne sais pas si tu peux retrouver la phrase, parce que je crois qu'au début, il y avait une phrase qui vraiment a été affinée avec la notion de l'eau. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. J'ai entendu plutôt la fin, moi. L'eau plutôt à la Ouais, fin. moi, j'ai entendu plutôt la fin. Alors que je l'aurais mis en premier. Après, non, mais c'est bien, c'est une orientation, une ligne qui se fixe. Et heureusement. Hein. Garantir la préservation et une gestion durable des ressources naturelles. La phrase était telle qu'elle. Et notamment aujourd'hui, il est précisé garantir la préservation et une gestion durable des ressources naturelles et notamment de l'eau. Ah, et notamment de l'eau. Voilà, c'est noté comme ça. Ah. Donc Et vous l'avez lu, ça? Hein? Oui. Ah, bon, ben, moi, Je suis allé un peu vite. Non, mais c'est pour ça que je voulais revenir dessus, parce que c'est quand même important, parce que ça veut dire qu'effectivement, dans les orientations, Ils c'est tiennent compte noté. quand même de la réalité. Voilà. Ça veut dire que peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, un jour, on nous dira, comme des fois on entend dire, attention, on ne peut pas urbaniser comme on veut, parce qu'il n'y a pas l'eau qui correspond. Oui. Il faut se dire les choses. J'espère qu'ils vont pas attendre 10 ans. On est d'accord. On est d'accord. Mais on a vu dans certains départements, je crois que c'est dans le Var, où il y a une commune qui a bloqué les permis de construire par rapport au manque d'eau. Oui. Enfin, c'est le maire qui a pris l'initiative de bloquer. Tout à fait. Non, mais pour dire que c'est bien dans les orientations et dans les axes Donc stratégiques. ça prouve que quand même, on n'a pas besoin d'avoir un tas de gens pour décréter quelque chose, alors que le maire peut le faire toute la vie tout seul. Du bon sens, Aussi, c'est toujours utile. Monsieur le maire peut le faire tout seul. Et soutenir le réinvestissement urbain, je pense que c'est important aussi, parce que sur la commune notamment, des fois on y pense, on a des rues où il y a peut-être un bâtiment occupé par De toute une façon, famille. ça c'est l'avenir entre la loi ZAN et le plan, le PGRI au niveau du risque inondation. À un moment donné, l'urbanisation sur Ponteilla sera bloquée, très réduite, on va dire, dans les années à venir. Et de fait, comme dans bon nombre d'endroits, nous serons obligés de réinvestir les cœurs de ville et d'imaginer dans certaines rues, de voir avec les propriétaires comment réhabiliter des maisons, etc. Aujourd'hui, ce qui est compliqué dans ce schéma-là, c'est que moi j'avais reçu le directeur d'un office, d'un bailleur social. On était allé voir une rue, je ne citerai pas parce que je ne veux pas viser les propriétaires, 10 maisons, 2 maisons habitées.
et l'office était prêt à acheter les bâtiments, mais les propriétaires ne sont pas vendeurs. Donc là aussi, M. Joubert, tout à l'heure vous parliez des politiques, peut-être un jour imaginer une loi, quelque chose qui fasse que les gens puissent être amenés à vendre leurs biens dans cette optique-là, de réinvestir les cœurs de ville, de créer du logement social, pourquoi pas, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est bloquant, parce qu'on voit un cœur de ville qui se vide, à Pontéa comme ailleurs, au profit souvent, mais tant mieux, des logements sociaux, parce qu'on a des habitants qui ont un logement mieux adapté, moins insalubre, avec un extérieur, etc. Et de plein pied des fois, et avec un budget moindre aussi, mais c'est vrai que le cœur de ville se vide. Donc ça fait partie aussi des axes. Et sur le plan national, importants. ils avaient plutôt préconisé la construction en hauteur plutôt que la construction en largeur. Ah mais ça, Sur le plan national. ça, M. Joubert, j'ai eu des réunions. Non, J'ai eu des mais réunions du c'était SCOT, ça, hein, au départ. j'ai eu des réunions du SCOT où j'ai entendu des maires dire, dans quelques années, il va falloir réfléchir différemment. Dans le département, nous ne serons plus dans la construction de villas. Il va peut-être falloir qu'on accepte à certains endroits d'avoir du R+1, du R+2, parce que l'espace sera artificialisable, urbanisable sera réduit, alors qu'on a des populations à accueillir, nos jeunes à garder dans les villages et des logements sociaux à créer par rapport à la loi SRU. Donc à un moment donné, effectivement, il faudra se poser les bonnes questions. C'est bien, mais finalement, on débat. Qui avait dit qu'on Je aurait, pensais que qui avait dit qu'on l'attache- aurait du mal à débattre sur le PADD? Non, mais quand je ne vous voyais pas arriver, j'appréhendais parce que je me suis dit, après, il y avait le débat avec qui? Roland Roland, il aurait débattu. Ok. Écoutez, la prochaine fois, vous m'excuserez, mais je serai absent. Tu le sais déjà. Voilà, on a délégué aujourd'hui, c'est D'autres interventions sur le PADD? Oui, peut-être on peut remarquer qu'un cadre est donné, mais on peut regretter que parfois ce cadre ne soit pas, on ne tienne pas compte de ce cadre, parce qu'il y a d'autres impératifs économiques qui balayent un peu de revers de la main certains autres impératifs qui paraissent secondaires. Bon, tu parlais de l'urbanisation, c'est vrai que dans les cœurs de ville et de villages, il y a beaucoup de maisons fermées. Et donc, en fait, moi, j'avais participé avec le CDC à l'étude du SCOT, justement, pour Revisiter faire le CDC. le Conseil de développement citoyen, à l'étude du SCOT. Et en fait, il avait été bien clairement exprimé un souhait d'avoir plus d'aide par rapport plus d'aide aux propriétaires des vieux logements qui ne sont pas loués parce qu'ils sont encore insalubres, afin de le remettre à l'habitat. Enfin. Il parle pas des moyens de mettre en situation, il parle des moyens. Déjà, maintenant, Oui, d'un des coup, il y a idées, quoi? des Il y a idées les enfants, d'orientation, il y mais a si tu 2, as, voire 3 voitures. si tu as, En centre-ville, si tu as Ouais. des idées, des orientations, et puis que tu donnes aucun C'est moyen l'idéal. à personne, bah, c'est Il n'y a bien beau aucun d'avoir chiffre des idées, dedans. mais c'est... Il n'y a aucun chiffre dedans, c'est juste des orientations, c'est pas des mises en situation, c'est pas des applications, c'est une orientation. Oui, mais ce que dit Marie-Hélène, c'est vrai que Oui. c'est important aussi, parce que Oui, ce serait des bien fois, que ce soit chiffré pour que les dedans. orientations soient mises en application, il faudrait qu'il y ait des aides. Alors moi, je parlais d'une loi qui puisse nous aider, nous, municipalités, mais des aides qui viendraient aux propriétaires pour remettre en état certains logements qui pourraient être loués alors qu'ils ne le sont pas, c'est vrai que ce serait intéressant aussi. Et à l'heure actuelle, à la place des aides, en fait, il y a le contrôle. Et la sanction. Mais il n'y a pas... Mais les aides, il y en a eu quand même à un moment donné ou à un autre. Donc en fait, c'est... Il y a eu la prime Ménov, il y a eu quand même des choses qui étaient mises en place quand même pour l'amélioration de l'habitat. ça suffit pas. Mais non, puisqu'ils l'ont arrêté. Donc, Et après, c'est vrai qu'au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, on s'aperçoit que c'est secondaire, malgré tout, par rapport à... On a quand même un bon nombre de lois. Enfin, on a la l'évolution. loi zéro artificialisation nette quand même, qui a imposé des choses qui sont déclinées dans toutes les strates régionales, le schéma de cohérence territoriale, etc., qui quand même impose des choses qui amènent à une réduction de l'utilisation de l'espace naturel. Donc il y a quand même un pas dans le sens de l'environnement et de la protection de l'espace naturel. Donc il y a une orientation positive qui Voilà. se dessine. Voilà.
Au positif. Mais il n'y a pas il y a pas en face ce qui peut nous aider à nous communes. C'est-à-dire que la zéro artificialisation nette, on ne peut être tous que pour. Par contre, face à ça, on a des populations qu'on doit accueillir et on doit créer des logements sociaux et on les fait. Voilà. En fait, c'est ça Si on n'a pas de l'idée. logements Donc, sociaux, on paye. et à un moment donné, avec la loi SRU, on finira par payer au fera final. comme les copains, on arrivera à un moment donné. Mais ça dépend des communes. Il y a des communes qui préfèrent payer. Et oui, ça revient moins cher. Aussi, oui. Après, il y a Faut pas aller loin, hein. une remarque aussi Non. par rapport à la conservation des habitants et des jeunes sur le village. En fait, tu as aussi l'existence et il est préférable aussi d'avoir un brassage de population. Hein. C'est pas forcément bon pour l'avenir qu'il y ait trop de population qui reste toujours au même endroit. Tu as un brassage de population qui doit se faire. Et Moi, je crois. on voit dans l'histoire en fait que Il y en a beaucoup qui brassent, mais c'est pas la population. on c'est voit dans clair. l'histoire que ça a été forcément le développement de l'humanité. Oui, non, mais ça. D'autres interventions, d'autres remarques? Oh non, ça ira. Nous avons débattu sur le PADD Voilà. qui est un point sans vote. Allez, le point numéro 8, rétrocession dans le domaine public communal des voiries et espaces verts du lotissement La Fundelsorts. C'est Maxime. Pardon. C'est toi qui me dis non. Ah oui, pardon, la fin de l'ordre. J'étais sur le point 9, moi déjà. Ah, ça y est, t'es perdu. Alors, en date du courrier du 12 septembre 2024, M. Limani Pola, président du lotissement de la Fundelsorts, a sollicité la rétrocession des parcelles au profit du domaine public communal. Donc les parcelles AA 518 à AA 526 ou 28 même, qui correspondent donc aux voiries, trottoirs, espaces verts, bassins. Donc, qui sont actuellement gérés par l'association syndicale et des copropriétaires. Donc, ces parcelles sont affectées à l'usage public et nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien des infrastructures communes. La rétrocession de ces biens dans le domaine public communal permettra à la commune de garantir leur gestion et entretien adéquat, assurant ainsi la sécurité et le bien-être des résidents. Intégrer ces parcelles dans le domaine public communal permettra de prendre en charge leur entretien et gestion conformément aux engagements de la commune vis-à-vis des résidents. Le conseil municipal est invité donc à approuver la rétrocession de ces parcelles et à les intégrer dans le domaine public communal pour une gestion pérenne et optimale des espaces communs de ce lotissement. Rue Maréchal Joffre. Donc, rue Maréchal Joffre, hein, voilà, pour bien situer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. La dénomination de voirie, donc je vous propose donc de nommer certaines voiries et ronds-points. Alors, nous allons commencer d'abord par Niels. À Niels, nous avons une difficulté d'adressage sur le quartier Loribéral, donc de l'autre côté de la Cantérane, puisqu'il n'y a qu'un seul nom pour finalement deux axes, et d'autant plus que les riverains de la première partie, vous l'avez vu dans le compte rendu du mois de juin, nous ont cédé une partie qui est devenue voirie communale. Donc je vous propose que c'est cette partie, les jardins du Ribéral, c'est celle-ci. Oui. Donc la partie qui est devenue communale sur l'impasse soit nommée l'impasse Les Jardins du Ribéral. Et sur la deuxième partie, au niveau de L'accès pour aller vers la station d'épuration, voilà, je cherchais le mot, C'est ça? où il y a deux ou trois maisons exactement, soit appelées impasse Le Petit Ribéral. Les Jardins du Ribéral, Le Petit Ribéral. La station de remontage. Non, tout à fait La en station, haut, on va aller à la station au fond d'épuration du de chemin, Niels. Ah d'accord. Voilà. Comme ça, nous aurions deux axes avec deux noms différents. Et bien sûr, les certificats d'adressage seront envoyés aux riverains. Oui. Ce qui leur permettra avec une nouvelle numérotation aussi pour certains. Ça, c'est important. Et oui, ça change de tout. On s'occupe de l'envoyer à un certain nombre d'organismes. d'organismes. Ah ok.
Et les cartes de visite aussi. Ça a félicité surtout les livraisons. Ah oui, oui, Voilà. ça d'accord. Alors, et les secours. Et les secours. Alors, secours. on s'attaquera dans les mois à venir d'ailleurs aussi sur une problématique. Il y a des noms de rues qui sont en doublon. Alors souvent entre Pontéa et Nice. Et ça pose aujourd'hui de plus en plus de problèmes parce qu'aujourd'hui on est dans une vie où les gens commandent énormément de colis, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années en arrière. Le Covid est passé par là. Et les livreurs ont des difficultés. Ils livrent à Pontéa au lieu de Nice ou vice-versa. Et ce n'est pas le plus grave, ce qu'on vient de dire. Le plus grave, c'est le secours. Si on a un incendie à la rue de l'église, les pompiers vont-ils venir à Nice ou à Pontéa? On a 2 rues de l'église, on a 2 rues de la Tramontane, on a 2 rues des Alberts. Donc ça, on va y travailler dans les mois à venir pour voir comment on peut modifier sans trop impacter les riverains, mais avec surtout cet aspect que les secours aillent au bon endroit s'il y avait un gros pépin. Alors à Pontéa, nous nous y étions engagés. Nous avons la famille d'Alphonse Courtier, ancien maire de Pontéa, qui nous a cédé un terrain pour améliorer le stationnement autour de l'école de l'oncle Jules. Et donc nous nous y étions engagés en contrepartie à nommer une rue ou une partie de rue. Et donc c'est la rue des Roitelets, voilà je cherchais, merci Maxime, qui de l'angle de la rue des Rouges-Gorges jusqu'au chemin Fontaine Romaine sera dénommée, si vous en êtes d'accord, rue Alphonse Courtier. Donc même chose, on enverra les certificats d'adressage aux riverains. Là, par contre, je me suis engagé envers la famille d'Alphonse Courty. Nous ferons une petite inauguration de plaques au moment voulu, lorsque les panneaux et les plaques seront arrivés. Voilà. Nous avons sur Pontéa plusieurs ronds-points. Un seul est nommé, c'est celui devant le cimetière, rond-point de souvenirs français. Donc je voulais vous proposer que le rond-point en arrivant de Canoës, donc le tout nouveau rond-point, soit nommé, alors c'est une proposition qui a été faite par une habitante de Pontéa qui est bénévole à l'animation de la vie sociale, Chantal, et lors de la fête de la paix samedi soir, une somme conséquente a été récoltée pour acheter un olivier et l'offrir, qu'il soit planté sur ce rond-point. Donc je me suis engagé samedi soir publiquement à ce que ce rond-point soit nommé le rond-point de la paix et que nous acceptions volontiers que l'olivier soit offert suite à cette collecte réalisée samedi soir. Donc un olivier et une colombe, je crois, Christine, toi qui es aussi oui. une colombe en fer forgé, c'est ça. Voilà. Donc une colombe et un olivier seront posés sur ce rond-point, il sera nommé rond-point de la paix. Avec une plaque, bien sûr, qui précisera que l'olivier a été acheté grâce à la participation de bon nombre d'habitants lors de la soirée de la fête de la paix. Donc ce rond-point serait le rond-point de la paix. Le rond-point suivant, sur lequel il y a la sculpture de M. Lavioz, qui ne porte pas de nom jusqu'à aujourd'hui, je vous propose que ce soit le rond-point de la Libération. Et le rond-point que nous avons maintenant en descendant sur Niels, qui va être repris parce qu'il y a quand même une petite erreur, je dirais, sur la grandeur des panneaux sens de circulation. De sens de circulation, donc ils seront plus bas et moins volumineux parce que bon, ça gâche tout en état réglementaire. Et donc, le dernier rond-point qui a été... Non, mais j'y suis pas passé. Alors, il y a des grosses flèches bleues, il y a des poteaux énormes avec des flèches bleues. En fait, tu vois que ça. Donc, c'est affreux. Donc, il faut que ce soit réglementaire, il faut qu'il y ait les flèches bleues, mais je pense qu'elles peuvent être plus basses et plus réduites. Maintenant, puisqu'on parle de panneaux, et moi, j'en reviens pas. Et quand nous, on a été aux affaires, on l'a fait. Hein. J'en reviens pas que finalement, les ralentissements, c'est toujours la voiture qui monte, qui doit ralentir, laisser passer la voiture qui descend. Oui. Ça, j'en reviens pas parce que quand c'est un camion qui s'arrête, quand il redémarre, alors je ne dis pas, hein, je trouve que ça serait quand même beaucoup plus logique que ce soit la voiture qui descend qui devient non prioritaire, que la voiture Vous pourrez aller à quel endroit? C'est le croisement mais de la la taille. de Nice. Non, mais Partout.
Partout. Quand on monte, moi je verrais plutôt le camion, du moins le véhicule qui monte, qui soit prioritaire. Oui, mais c'est le croisement en montagne, ça. Ça vient de là, hein, c'est le croisement en montagne, c'est le véhicule qui monte qui est prioritaire Oui, sur le véhicule qui entre la descend. montagne et la plaine, Non, mais heureusement qu'on arrive à faire très Il me longtemps. semble qu'il y a un article du code de la route qui dit Non. quand tu sors du village, il faut plus. non, là, Et là, on sort pas du village. Non, normalement la priorité c'est ton véhicule montant. Normalement. Oui, oui, mais là, Et là, dans un village, il y a un camion chargé 20 tonnes de gravier, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a un vélo qui descend. Quand il redémarre, mais quand comme vous monsieur êtes Jobert, derrière, hein, excusez-moi de vous couper, mais sur la minute de Niels, comment vous le savez que c'est vous qui non, êtes là, le à prioritaire? Pontéard, à l'entrée de Pontéard. à l'entrée de Pontéard, L'entrée de Pontéard. avenue de Nice, quand tu rentres. Mais oui, c'est ce que je veux dire, c'est celui-là, les nouveaux qui ont été faits récemment là. Ah, mais je n'ai pas vu les récents. Il n'y en a pas de panneaux. Là. Non, là, on est en train de parler du giratoire, hein, Ouais. où il y a des panneaux qui sont énormes. Et moi, j'en ai profité pour vous dire, dites, moi je trouve quand même que c'est aberrant, hein, que ce soit le véhicule qui monte, qui doit s'arrêter en pleine côte, hein, parce que quand c'est un camion, Je ne comprends pas où vous dites. Mais il n'y a pas de Parce qu'il y en a restriction de plus. chaussée. Avant, ça y était, mais il n'y en a plus. Mais où? Non, mais il n'y a pas de Sur la panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau, je vous ai vu. Il n'y a pas de panneau, donc c'est le code de la route qui s'applique. Non, mais il n'y a plus même avant. avant, Oui, il y avait les descendés, c'est fini. l'école, il faut Non, mais c'est fini. Non, il n'y a pas de panneau. et moi C'est je le sais code pas, de la route qui et s'applique. chaque fois que je passe, moi quand je reviens de Ouais, parce que les gens. je suis obligé de m'arrêter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prioritaire. Hein, Il y a les J11 entre les deux ronds-points. Mais non, mais Bon, enfin, vous irez vérifier. Il y a c'est Vous le code irez- de la route qui s'applique là. C'est-à-dire que c'est le véhicule en montagne, Bon, pareil qu'en quand montagne. t'as- chez les recherches, chez les ailes, tu commences à faire travailler ce soir. Tu es obligé de laisser passer tout le dessin. Ils ont été virés, les panneaux. Ouais, ils ont été virés après. Donc, il semblerait que depuis la fin des travaux avenue de Niels, il n'y ait plus ces panneaux et que ce soit le code de la route qui s'applique. Donc, ça veut dire que c'est le véhicule montant qui est prioritaire. Ceci dit, Maxime me le disait en aparté, on ira voir sur place si ça nécessite qu'on mette un panneau pour que ce soit clair et compréhensible, on l'envisagera. Parce qu'effectivement, si les gens arrivent et qu'ils ont le doute parce qu'ils ne connaissent pas le code de la route, donc ça peut-être ça mérite qu'on remette un panneau, on le regardera. Mais en tout cas, là, ils y sont plus. À cet endroit-là. Après, il y a peut-être d'autres endroits où ils y sont encore. Et comme vous le savez, M. Joubert, puisque vous le disiez, vous avez été aux affaires, à certains endroits, on ne choisit pas non plus. C'est-à-dire qu'à certains endroits, c'est des fois le département qui décide de la mise en place des panneaux et qui nous impose des choses. Donc, on va vérifier ça. Donc, pour terminer sur les ronds-points, C'est le troisième. donc, le rond-point de la paix, le rond-point de la libération, Et de la déportation. et donc celui route de Nice sera le rond-point de la déportation. Je me suis engagé envers la famille que vous connaissez tous à Pontéa, qui vient à chaque commémoration de déportés, donc à avoir un rond-point de la déportation avec une. Donc nous sommes en train de faire d'étudier des propositions de stèles commémoratives. Et il y aura au pied, à côté ou sur cette stèle, à voir les formes qu'on nous proposera, la liste des 6 déportés de Pontéa-Niels, donc de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et on se réserve peut-être dans l'avenir, si un jour il y a un autre rond-point par rapport à l'urbanisation actuelle, nous pourrions avoir un rond-point de la résistance. Et il y a un lieu, en tout cas moi j'aimerais trouver un lieu, on ne va pas le décider ce soir, qui ne sera pas forcément un rond-point, mais qui pourrait être peut-être un espace vert, un lieu spécifique dédié aux anciens combattants. Voilà. Donc, sur ce point-là, on fait un vote groupé, si vous êtes tous d'accord, impasse les Jardins du Libéral, impasse le Petit Libéral, rue Alphonse Courty, rond-point de la paix, rond-point de la libération et rond-point de la déportation. De la déportation ou des déportés? Déportation. Oui, mais moi j'avais dit rond-point des déportés. Ouais, Et je préférerais rond-point des déportés. ouais. Oui, parce que Ça s'adressera vraiment à nos 6 déportés. les gens que la C'est plus logique. déportation. Si vous mettez les noms, Sinon, c'est général. hein.
Donc rond-point des déportés, on est d'accord. Hein. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, la mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du square Guimalet. Oui, Maxime. Dans le cadre de son programme d'investissement et d'amélioration du cadre de vie, la commune prévoit de rénover le square Guimalet. Ce projet vise à moderniser cet espace public en le rendant plus attractif, fonctionnel et en répondant aux attentes des habitants en matière de qualité d'aménagement urbain. La rénovation du square inclura notamment la réhabilitation des espaces verts et la reconfiguration des plantations, la modernisation du mobilier urbain pour plus de confort et de sécurité, l'aménagement de zones de jeu pour enfants et d'espaces de détente pour les familles, l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'intégration d'éléments de développement durable tels que l'éclairage LED et les dispositifs de récupération des eaux pluviales. L'objectif du projet: créer un espace convivial et sécurisé pour tous les usagers, y compris les enfants, les familles et les personnes âgées. Améliorer l'accessibilité et l'esthétique du square pour renforcer son attractivité. Contribuer au dynamisme de la commune en offrant un espace public de qualité et propice à la rencontre et aux activités de plein air. Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de désigner un maître d'œuvre qui sera responsable de la conception, de la coordination et du suivi des travaux de rénovation. Le maître d'œuvre devra proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins du square, en tenant compte des contraintes techniques et environnementales. Le maître d'œuvre a été sélectionné selon les critères suivants: compétences et expérience dans la conception et la réalisation des projets similaires de réhabilitation d'espaces publics, qualité des propositions d'aménagement incluant des aspects esthétiques, fonctionnels et durables, capacité de gestion et de coordination des travaux garantissant le respect des délais et du budget alloué, engagement en matière de développement durable intégrant des pratiques écologiques et économes en ressources. Il faut voter. Alors, il a été sélectionné, le maître d'œuvre. Oui, justement. Alors, vous avez bien compris, l'idée au square, c'est de donner envie aux gens de s'y arrêter et d'y rester. Aujourd'hui, il faut être réaliste, le square, depuis fort longtemps, il y a moins d'ombre, il n'y a pas les jeux qu'on a connus il y a des années en arrière, donc on y passe, on le traverse, et hormis lors des festivités de l'été, on n'y reste pas. Donc on a, avant qu'on nous dise le maître d'œuvre, on a l'idée, c'est que, qui est, comme Maxime vous l'a dit, mais pour rentrer un peu plus dans les détails, qui est des jeux pour les maternelles, des jeux pour les primaires, des jeux pour les ados, des jeux pour tous les âges, des espaces d'ombre, des coins où les gens peuvent s'asseoir, rester, passer un moment. Évidemment, dans tout ça, on intègre la reprise de l'éclairage, la reprise des réseaux enterrés, de nouveaux toilettes, etc. Il y a plein d'idées, peut-être une scène en dur. Bon, on essaye de voir tout ce qui est possible aussi en fonction des subventions que l'on obtiendra. En tout cas, c'est un beau projet et l'on espère très rapidement pouvoir vous présenter un projet avec des plans, bien sûr un chiffrage, et pour aller chercher, on en parlera certainement dans les prochains conseils municipaux, un maximum de subventions possibles. Pour l'heure, l'idée, c'est de valider le choix du maître d'œuvre. Agena Architecture, et aussi un point qui était important aussi, c'était un petit peu de désenclaver aussi, avec les préhensions que l'on avait réalisées ces derniers mois ou ces dernières années. L'achat qui avait été effectué de la bâtisse à l'entrée à gauche côté rue Joker et l'achat du terrain que nous avons effectué côté rue de Roubaud. Voilà, donc on va voir justement l'une des demandes faites au maître d'œuvre, c'est rajouter des accès, comment rajouter des accès, qu'ils soient piétons ou pas, enfin voilà, tout ça c'est dans le... Donc Agena Architecture, Agena Architecture, oui. On a été séduit aussi sur le... On est allé visiter avec donc Agena Architecture le parc de Poyestre qui a été réalisé. Ah voilà, j'allais en parler. Ouais. Qui est un super parc. Oui, mais il y a un coin grillade. Hein. Il y a un coin grillade, il y a de la récupération d'eau, il y a des abris, il y a des plantations, il y a des jeux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Il y a du stationnement, nous aussi on veut intégrer du stationnement. Donc notre choix s'est porté sur Agena Architecture, qui, donc je ne t'ai pas donné l'information,
qui nous présentera la première esquisse la première quinzaine d'octobre. On est bon? Est-ce qu'il y a des questions? D'abord le projet. Oui. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11, la restauration des œuvres de l'église Saint-Étienne, convention avec le Centre de conservation et de restauration du patrimoine. C'est Mme Casteil qui va vous en parler. Oui, merci. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la commune a fait l'objet en 2018 d'une opération d'inventaire et d'examen des œuvres conservées dans l'église paroissiale Saint-Étienne, et ceci par le Centre de conservation et de restauration du patrimoine. Ce programme va se poursuivre au second semestre de 2024 par l'intervention de restaurateurs spécialisés qui vont réaliser sur le site des traitements de conservation sur le mobilier de cette église. Quand on parle de traitement de conservation, je peux préciser qu'il s'agit d'une conservation préventive ou curative sur le mobilier en bois polychrome, sur les peintures, les meubles et les boiseries. Un diagnostic a été réalisé en 2022 concernant les problèmes à résoudre ou les entretiens à effectuer. Ce projet est financé par le département avec une aide financière de la région et de la DRAC. Le conseil municipal devra se prononcer sur les conventions permettant cette intervention sans aucune participation financière de la commune. Le conseil. C'est le conseil. C'est lui. Ma nièce qui était. Des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12, convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à Perpignan Méditerranée Métropole et de modalités ultérieures de gestion de l'ouvrage pour l'aménagement des emprises de l'avenue de Nils. C'est Maxime qui nous en parle. Donc, les travaux entrepris par PMM sur la voirie d'intérêt communautaire avenue de Nils, à Ponteilla, nécessitent une convention avec PMM de transfert de maîtrise d'ouvrage. Donc, cette convention vous a été transmise. Et c'est le conseil général. Donc, le Département. Départemental, pardon. Il n'y a rien de particulier à dire. Hein. Parce que les travaux ont été faits sur un départemental qui Là, toute l'avenue de Nice, tous les réseaux souterrains, ils sont nickel maintenant. Donc, je demande. Sauf ceux qui restent encore en aérien. Parce qu'il Ouais, y a encore les réseaux secs qui sont en façade, Ouais. qui n'ont pas Il y a été. une partie des réseaux secs qui sont encore. Le coût était trop important pour. Non, c'est déjà. Et puis finalement, ils vont refaire tout, hein, théoriquement. Non? C'est-à-dire, pardon, À un moment donné, ils ne vont pas refaire une couche de bitume, tout ça. tout ça sur l'avenue de Nice. Ouais. Non? Ah, j'avais cru. Ok. Autant pour moi. parce que vous avez Ça a été fait par tranche, et il n'y a peut-être pas toute l'avenue qui est encore avec un enrobé. Parce que ça part de la poste pour arriver jusqu'à. Parce que vous avez vu le bicouche qu'il y a sur le dernier Dodan Ouais. dans l'anecdotique. Jusqu'au Parce qu'on a voulu faire effacer les marquages au sol qui avaient des J11 de l'époque. Ah. Les J11 avaient été mis. Les chicanes Il y avait des marquages au sol blancs. Ouais. Et pour ne pas être en confusion pour les utilisateurs de la route, on avait demandé à faire un effacement. Ouais. Et l'effacement se fait avec un bicouche, la rémulsion. On n'a pas refait tous les enrobés, c'est que les dodanes en enrobé ont été faits, mais il n'y a pas l'enrobé de toute l'avenue qui a été repris. Plus tard de cette. Par contre, les réseaux humides ont été refaits. L'ensemble des réseaux humides, il reste les Télécom et Enedis. Jusqu'au café en fait. Le maillage il est devant le café. Voilà. Non, café. Non, on n'a pas voté. D'accord. Alors sur ce point, Oui, jusqu'au café. On n'a pas sur le point numéro 12, d'autres café. questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. En questions diverses, moi j'aimerais aborder une question. On a une demande particulière sur laquelle je veux que le conseil municipal prenne une décision.
nous avons une maison avenue de la Gare, qui est une maison, comment pourrait-on dire, remarquable au nombre de nids d'hirondelles qu'il y a dessus. On sait la difficulté qu'on a à protéger certaines espèces, et en particulier les hirondelles. Et cette maison, les propriétaires rencontrent une difficulté. Ils doivent, pour la salubrité publique, pour la sécurité aussi, parce que les fientes d'hirondelles tombent sur les escaliers de la rue des 10 degrés, ils ont la nécessité d'installer, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, ceux qui ont suivi le dossier, d'installer des planches, voilà, voilà, des planchettes sur leur façade. Et la disposition de cette façade, qui est en partie côté des 10 degrés avec l'escalier, amène à une difficulté. Et donc, ils nous ont sollicité, dans ce cadre-là, il y a la protection des hirondelles, il y a le côté salubrité, à titre exceptionnel, pour que nous mettions à disposition la nacelle lorsque nous l'aurons. Je rappelle que nous n'avons pas de nacelle, mais que nous avons une, par exemple, pour la mise en place des décorations de Noël, de leur mettre à disposition la nacelle, avec bien sûr un agent qui est formé pour ça, etc., pour la mise en place de ces planchettes. Voilà. Comme il s'agit d'une intervention auprès d'un bâtiment privé, je ne voulais surtout pas décider tout seul, et je voulais que tout le monde soit d'accord à ce sujet. Voilà. Sachant que si ça se reproduisait un autre jour sur une autre maison, quelque part dans Pontéa ou dans Nils, nous ferions la même chose à titre exceptionnel à partir du moment où il y a un intérêt derrière autre que celui du propriétaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? On peut peut-être rajouter que la propriétaire rencontre des difficultés parce qu'en fait, elle doit nettoyer très souvent les margelles de néo bord de fenêtre et en fait, avec des problèmes que nous rencontrons au sujet de l'eau, c'est un peu compliqué pour elle. Disons qu'avec les planchettes, le nettoyage pouvait se faire 1 fois par an, une fois que les hirondelles sont reparties en migration. Et pendant l'hiver, il serait possible alors de nettoyer les planchettes à ce moment-là. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, on le rajoutera dans le compte rendu du conseil municipal. Je crois que M. Moulin voulait faire une intervention sur les déjections canines. Ah, vous en avez pensé, monsieur le maire. Vous avez préparé. Bon. Alors, effectivement, on a été sollicité plusieurs fois par les administrés de la commune et malheureusement des administrés qui ne résident pas en centre-ville. Parce que les déjections canines, en règle générale, ceux qui se plaignent le plus, c'est en centre-ville. Mais là, on commence à avoir des lotissements qui sont impactés, avec photos à l'appui, etc. Donc, on a fait une petite campagne dans les boîtes aux lettres pour le quartier concerné, avec une amende et un arrêté municipal qui a été voté à 68 € l'amende pour les déjections canines, parce que c'est interdit. On a deux lieux voilà, plus particulièrement concernés ces dernières semaines, un à Pontia et un à Nils. Alors moi, je veux bien qu'on ait des chiens. C'était un petit peu l'issue de sortie pour le confinement, donc tout le monde a pris des chiens. Hein. Et le problème, c'est que ces chiens, ça vit, je me suis renseigné auprès de ma collègue, jusqu'à 15 voire 16 ans. Donc ils en ont encore quand on ment, ceux qui sortent les chiens. Donc prenez patience et allez-y. Il y a plein de terrains autour de Pontéa, il y a plein de petits chemins. On voit beaucoup de gens dans les villes qui promènent leurs chiens. Ne les faites pas taguer. Sans les ramasser, premièrement. Mais les ramasser, je dirais, moindre mal. Mais il y a aussi le fait qu'ils font pipi. Et ça, c'est de la sécurité aussi. Donc, je pense que l'odeur. Je pense que dans les vignes, on n'est pas dans une zone à Pontéa. On sera à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, encore à la limite. Bon. Et là, on a quand même de la place. Donc ça devient un peu récurrent, donc je pense qu'on va saisir. Pour ceux qui disent que la police municipale ne fait rien, ne vous inquiétez pas. Pour le coup, M. Moulin, c'est moi qui vais le faire. Parce que j'irai voir les gens qui me disent qu'on ne fait rien en même temps. Parce que certains qui disent qu'on ne fait rien, malheureusement, on les a déjà pris en flagrant délit et c'est eux qui ne font rien. Donc c'est toujours les mêmes problèmes sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça commence à m'énerver un petit peu tout ça. Parce que la police municipale travaille. Vous pouvez venir avec moi une journée. J'invite les gens qui disent que la police municipale ne travaille pas, venir avec moi toute une journée, de 8h le matin à midi, et de 14h à 17h30. On fait peut-être une ronde de nuit jusqu'à 2h du matin, parce qu'on en fait aussi, donc
et vous verrez que la police municipale de Pontiac travaille. Donc les chiens, si vous pouvez éviter d'ouvrir la porte, parce que le froid à l'avenir, il y a ça aussi, attention, c'est que l'hiver il fait un petit peu froid, donc les gens ils ouvrent la porte, ils mettent un petit coup de pied derrière au chien, il sort, le chien il revient, il gratte un peu, on ouvre et c'est fini. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce qu'un animal, ben, on le prend, on le balade, malheureusement, même s'il fait moins 10 degrés, on se met à cacheter un gros manteau et on va le sortir. Les chats, c'est encore une autre affaire, on en parlera au prochain conseil municipal, parce qu'il est déjà tard. Mais c'était mon petit coup de gueule du soir. Donc merci monsieur le maire de m'avoir donné la parole. Moi, je trouve quand même que les propriétaires de chiens, c'est pas parce qu'ils se baladent et qu'ils sont en campagne, c'est-à-dire la campagne, ça part de cette maison pour aller jusqu'à la gare. Bon, moi, mine de rien, j'y suis, au passage. Oui. Mais quand je marche à pied, je préfère marcher sur du goudron ou sur de l'herbe plutôt que sur les déjections que normalement tout propriétaire de chien devrait ramasser. Ah, complètement. Voilà. Complètement, Donc, ouais. plutôt que de dire, faites dans la nature, non, on ramasse. Oui, aussi, oui. Putain, c'est ça. Oui. Alors, sachant que nous avons développé le nombre de canicrottes ces dernières années, il y a des sites où il y a le poteau avec le distributeur de sacs, avec des sacs dedans, et où on voit tous les matins déjà lâcher le chien et ne pas prendre la peine de prendre un sac. Je pense en particulier à côté des ateliers municipaux. Donc pour nous, c'est relativement facile à surveiller. Je disais à Marie-Hélène, un de ces quatre, on va se planquer derrière les sites aux ateliers municipaux et on va verbaliser. À Nils, il y a un lotissement qui est très impacté par les déjections canines, donc on va faire des tournées à Nils. Et à Ponteilla, ça c'est encore plus fort, il y a un site sous le stade où il y a un canicrotte et beaucoup d'espace sous le stade. Même si je rejoins M. Joubert, que le chien fasse ses besoins sous les arbres, là où après les enfants vont s'amuser, c'est gênant. Mais là, les propriétaires n'arrivent même pas jusque là-bas. Ils n'ont pas fini de sortir de leur rue que le chien a déjà fait devant chez un voisin. Donc c'est vraiment fatigant et là, les gens commencent à être lassés parce que c'est vrai que quand on se lève le matin et qu'on a une crotte de chien devant chez soi, c'est pas très plaisant. Au-delà de l'odeur, c'est pas très plaisant. Après, si tu veux bien que j'en rajoute quelque chose, c'est très bien de ramasser les crottes de ses chiens, de son chien avec les sachets des canicrottes. Mais les sachets des canicrottes, il faut les mettre dans la poubelle, pas les jeter dans la nature. Parce que c'est encore pire. Ou dans les Il y a la composteurs. crotte plus le sachet plastique qui est là, dans la nature. Donc en fait, merci d'utiliser les poubelles également. Je rappelle que dans les mois à venir, on en a parlé tout à l'heure au niveau des fonds de concours et dans un conseil précédent au niveau des subventions, dans les mois à venir, la vidéoprotection va se développer. Et donc ces caméras nous permettront aussi, à certains endroits, de surveiller les actes d'incivilité, dépôt d'ordures hors colonne, mais aussi les déjections canines. Donc, comme l'a dit M. Moulin, Le chien, elle n'aura pas le temps de caguer qui serait identifié dessus. On va être à la pointe de la perfection. ensuite, Une dernière chose aussi, les canicrottes qui sont mis à disposition, même s'ils sont vides, normalement le propriétaire du chien doit avoir quand même son sac avec lui. Hein, c'est juste. c'est pas un dû. voilà. C'est pas un dû, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent en disant qu'il n'y avait plus de sacs au canicrotte. Bon, à un moment donné, voilà, les propriétaires peuvent aussi acheter des sacs eux-mêmes. Je voulais juste dire un mot sur le cursus, le concept, les méthodes d'inscription au service enfance-jeunesse qui vont évoluer. Donc, dans peu de temps, il y aura une communication qui sera faite pour les inscriptions périscolaires, accueil de loisirs, espace ado, avec de nouvelles directives à qui, auprès de qui, à quel moment on s'inscrit. Donc, il y aura une communication qui sera faite à ce sujet. Il y a une plaquette qui va être réalisée à ce sujet. Par contre, je voulais profiter de ce conseil municipal pour demander de la rigueur. Il est inadmissible que des parents amènent leur enfant un lundi matin à l'accueil de loisirs en disant qu'il a été inscrit, alors qu'il n'y a eu aucun dossier déposé et aucun document de fourni. Nous sommes dans une rigueur administrative liée à jeunesse et sport, avec un risque de contrôle, un risque de fermeture. Donc, dorénavant, nous l'avons décidé avec mon adjoint à l'enfance jeunesse et les services sont prévenus, un enfant qui n'est pas inscrit sera refusé. Nous ne pouvons pas accepter un enfant si nous n'avons pas les documents signés par les parents, la fiche sanitaire remplie, en cas de contrôle de jeunesse et sport, en cas d'accident, c'est la directrice qui paie et c'est l'accueil de loisirs qui peut fermer et derrière, c'est les élus qui sont impliqués. Donc nous demandons une rigueur aux parents
qui n'est pas contre eux, mais qui est pour le bon déroulement du service et pour la sécurité des enfants. Donc, dorénavant, il n'y aura pas d'acceptation d'enfants en accueil de loisirs, y compris le mercredi, si le dossier n'est pas complet. Et les directeurs et directrices, on leur a demandé de rappeler les parents et d'être intransigeants à ce sujet. Donc ça, je voulais le dire ce soir. Ensuite, je voudrais évoquer deux choses. La première, c'est les longues publications et les longs commentaires qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux quand certains ont commencé à recevoir leur impôt foncier. Alors je demanderai à ces administrés de bien vouloir prendre les comptes rendus des conseils municipaux de mars ou d'avril. Nous n'avons pas voté d'augmentation de taux sur la commune concernant les impôts fonciers. Ils ont quand même regardé leur feuille, c'est marqué noir sur blanc. Ben oui. Mais à croire que les gens ne savent pas lire, M. Jobert. Non, mais ces réseaux sociaux, bon, mais vous m'excusez, moi j'y vais jamais et j'irai jamais parce que je préfère vous dire les choses en face que d'envoyer comme ça. C'est ça le passe. Ça, vous pouvez passer. Il ne regarde que le monde. Non, dites carrément que c'est la valeur locative qui est revalorisée chaque année. C'est par l'Assemblée nationale qu'ils votent le point final. Et qu'il y a des répercussions pour finalement les gens. Et donc, 2 années successives où l'État a voté des réévaluations des bases, effectivement, qui impactent chacun d'entre nous, mais avec aucune décision municipale liée à ça. Et donc là, je m'adresse à celui qui a écrit sur Facebook « Changer de maire en 2026 ». Je ne suis pour rien sur cette augmentation. Voilà. Bien que, peut-être. C'est dit. C'est dit. Ça, c'est dit. Ensuite, dans le même ordre d'idées, il y a eu aussi des commentaires sur les réseaux sociaux par rapport aux places de stationnement que nous avons créées rue des Hirondelles. Pour la sécurité des enfants autour des écoles, nous avons créé 4 places de stationnement supplémentaires en mettant un sens unique, ce qui permet plus, c'est pas encore parfait, on réfléchit encore à ce quartier, mais ce qui permet un peu de fluidité. Les parents ont très bien respecté, je les en remercie. Par contre, il y a encore des administrés qui ont écrit que mettre 4 places de stationnement devant un restaurant scolaire, c'était une aberration parce qu'il y avait les gaz d'échappement. Alors je tiens à rassurer ces personnes-là, les fenêtres ne sont pas ouvertes au moment où les enfants mangent. D'abord, en termes d'économie d'énergie, les fenêtres sont fermées quand il fait chaud parce que la clim fonctionne, quand il fait froid parce que le chauffage fonctionne. Les pièces sont aérées matin et après-midi au moment où il n'y a personne au restaurant scolaire. Et si toutefois, en intersaison, nous devons aérer, c'est fait côté cour et pas côté rue. Ça serait complètement stupide d'ouvrir des fenêtres pour laisser, et c'est le cas de le dire, la porte ouverte à une intrusion alors qu'il y a des enfants. Voilà, donc soyez rassurés. Et c'est des voitures électriques. Les gaz d'échappement n'ont aucune incidence sur les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Peut-être qu'on pourrait rappeler, faire une petite piqûre de rappel pour rappeler que les poubelles doivent être rentrées, les conteneurs poubelles individuels doivent être rentrés, surtout ces jours-ci, enfin de toute façon tout le temps, mais en plus avec le vent qui fait ces jours-ci, les poubelles jaunes se renversent, on a des ordures qui volent de partout. Et ensuite, deuxième petit coup de gueule, comme Alexandre ce soir, autour des colonnes d'apport collectif, d'apport volontaire, en fait, ce ne sont pas des déchetteries. Tous les lundis matins, nos agents communaux sont obligés de faire un nettoyage du tour des colonnes d'apport volontaire parce que les gens n'ont pas le courage, ils ont le courage de mettre des objets pour la déchetterie dans leur voiture, mais pas d'aller jusqu'à la déchetterie, donc ils les déposent au pied des colonnes d'apport. Donc ça, c'est un peu fatigant à la longue. Toujours, alors, nous étudions avec Perpignan Méditerranée Métropole la mise en place de colonnes hors sol dans différents quartiers de Ponteilla, y compris dans des quartiers où jusqu'alors il n'y en avait pas. Et le jour où nous aurons réussi cette implantation, nous retirerons les poubelles individuelles à ceux qui ne les rentrent pas. Voilà. Ça sera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, j'en sais rien. Mais à un moment donné, on ne peut pas avoir des poubelles dehors qui gênent le stationnement, devant chez les voisins, parce que c'est les voisins qui se coltinent l'odeur, qui gênent la circulation des piétons, qui s'envolent, comme l'a dit Marie-Hélène, qui se renversent et dont le contenu s'envole les jours de tramontane. Donc ceux qui ne les rentrent pas, eh bien, ils seront, au même titre que ceux qui sont en cœur de ville, ils seront amenés à aller jeter leurs déchets dans les colonnes
hors sol dans les colonnes d'apport volontaire. Et pour rajouter sur ma collègue Marie-Hélène, pas un deuxième coup de gueule, mais presque, autre fléau, les déchets sauvages. Donc sachez qu'on a interpellé des personnes qui vont vider à 200 mètres de la déchetterie de Cannes-Ouest. Il faut le faire, mais c'est les champions, hein. C'est les champions du monde. Et ces gens-là, on a des caméras, oui. On a des caméras, des pièges photos qu'on appelle, c'est tout à fait légal de toute façon. Et on fait des petites recherches d'investigation, et puis bon, les gens ils sont tellement idiots qu'ils mettent les factures téléphone, la carte grise, et tout comme ça. Mais s'ils prennent la mienne, les factures. Donc là, ah bah oui, mais ça, on Et dirait pas. même c'est arrivé à M. Fabrega, Oui. le père, hein, c'est arrivé. Donc Il a été convoqué à la gendarmerie, hein, parce qu'ils avaient retrouvé dans les déchets un courrier adressé à M. Alexandre Fabrega. Alors, sachez que c'est compliqué quand même, parce que c'est en règle générale, et à 99% des cas, c'est sur des terrains privés. Et il faut absolument que le propriétaire aille porter plainte pour que la procédure se mette en place. Nous, on récupère les informations qu'on a. On a les individus, on sait qui c'est, on donne toutes les preuves, mais par contre, si le propriétaire ne porte pas plainte, on ne peut rien faire. Mais aussi, on surveille. Et là, c'est juste un titre personnel. Mon épouse cherche à avoir la fibre depuis 2 ans. Elle cotise depuis 2 ans. Et finalement, on n'arrive pas à faire passer la fibre. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'il faille, sur l'avenue de Lacan, couper des branches et qu'il y a un courrier qui avait été adressé à la mairie, il y a eu une relance. Alors, il y a répondu. On a répondu 3 fois. Il y a eu un poteau. Non, mais moi, j'incrimine personne, c'est que finalement, ça fait 2 ans que ma tante Richard attend la fibre. Bon, moi, vieux jeu, c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas eu un poteau d'installer sur Les poteaux, ils sont, mais moi, c'est pas pour ça que. On a donné l'autorisation de les implanter. Les implanter, c'est ça oui, qui veut dire, mais c'est- pour faire passer les câbles, Il fallait couper les arbres. sur les poteaux, pour faire passer les câbles, Ouais. il faut qu'il n'y ait aucun arbre qui gêne. Ouais, Et on l'a fait. il semblerait. Ça a été fait. Mais ils doivent pas Et avoir le- moi, je vous parle d'il y a une semaine, mon épouse est allée. Ça fait 3 ans que ça dure l'histoire. Voilà, donc Mais comme il faut le ça. renvoyer. Non, c'est parce que nous, effectivement, on a Faites bien le reçu le nécessaire, courrier, voilà, c'est tout. comme quoi, sauf que le fournisseur n'était, à un moment donné, c'était Orange, après C'est Orange. Oui, c'est orange. Donc le problème qui est, c'est que nous, on a envoyé au propriétaire du terrain, en fait, comme quoi il fallait qu'il ait ses arbres au niveau de, pour les fils, etc. Il n'a jamais rien fait, donc après on a envoyé une lettre recommandée, etc. Et les poteaux, ils sont. Et les poteaux, ça c'est l'urbanisme qui les a implantés, parce que les poteaux, ils sont peut-être chez nous. Ah non, mais c'est sûr, parce que le talus, il n'est pas entièrement ni privé Les ni poteaux, ils sont chez nous, mais par contre, les arbres, ils sont chez le privé. privé. Eh On a le même Les problème. propriétaires à moitié talus. On a le même problème avec le gros chêne Après. qui est au passage à Nice. C'est exactement le même problème. J'ai cru que les arbres étaient du côté de. Non, ils ne sont pas. Il sera nous avec Jean-Antoine qui ne serait plus par terre. Ok. Marie-Hélène Castel qui L'essentiel, passait c'est mon que ça temps. avance. Elle paie depuis 2 ans. On a eu de la chance que Marie-Hélène Castel ne m'a pas entendu. Ça intéresse mal. Les Il est arbres, chez nous, Ce qui est Jean-Antoine qui serait par terre. Bon, allez. Bon. Bon, enfin, à regarder quand même. Oui, non, c'est gêné. Ça, c'est sûr et certain. oui, mais pour débloquer la situation. Certains. D'autres interventions? Non? Allez, la signature. Bon, eh bien, merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux.